cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Bertin Corvi, il est président de l'Alliance Iroko. Bonjour à vous, Bertin Corvi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir quitté Paracourt pour nous rejoindre. C'est un honneur. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous. Merci de rester avec nous. On parlera politique avec Bertin Corvi, notamment de l'audit de la liste électorale portée par le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au président Patrice Talon. Tout à fait, Abdelkader. Bonjour à vous, Bertin Corvi. Bonjour, madame. Alors, on parle du fichier électoral. Il y a quelques jours, les responsables du cadre de concertation de l'opposition ont démarré une tournée pour aller à la rencontre de certains partis politiques pour les convaincre d'adhérer au fichier électoral. Déjà, on note 2 partis politiques qui ont admis un refus. Dites-nous comment justifier ces refus. Je ne sais pas ce que vous appelez la liste électorale, puisque de par la loi, la liste électorale ne sera connue qu'à 120 jours des élections. Nous sommes encore à plus d'1 an de ces élections-là. Donc, il n'y a point de liste électorale pour le moment. Si ces grands monsieur du cadre de quoi? De concertation. Bon, très bien. Si ces monsieur disait qu'il voulait auditer le RAVIP, ça c'est un autre débat. Auditer le RAVIP. Oui, mais dire auditer la liste électorale, elle n'existe pas encore. On ne peut pas auditer ce qui n'existe pas. Aussi, quand ils sont allés devant le président, et il n'y avait pas de cadre de concertation, que je ne reconnais même pas d'ailleurs. Pourquoi vous ne reconnaissez pas le cadre de concertation? Mais c'est fondé sur quel test ou bien... Pour moi, ce n'est pas légal. C'est une volonté. Je ne leur dénie pas ce droit-là. Mais on ne peut pas en faire un organe qui va devant les autres. Si LD, intuitif personné, va voir le bloc républicain, ou bien l'UPR, et disait, nous avons obtenu du président Patrice Talon de pouvoir auditer la liste électorale, s'imposerait à moi. Mais le cadre de concertation, pour moi, elle n'existe pas. Aussi, ce que le président Patrice Talon a accepté, c'est l'audit du fichier électoral qui n'existe pas encore de par le droit, de par notre loi. Enfin, quand ils vont voir le BR, l'UPR, qui vraiment, parmi ceux qu'ils ont vus là, ont la capacité d'auditer une liste dans le BR ou bien dans l'UPR. Leur rôle à eux, et ce que le président leur a accordé, c'est d'identifier des techniciens, et s'ils n'ont pas d'argent, le président s'est engagé à ce que même l'État finance cela pour eux. Pourquoi ils en font une activité politique où ils prennent leur bâton de pèlerin et ils se promènent un peu partout. En réalité, ce qui se cache derrière cette initiative est celle-ci, et le bloc républicain l'a compris, a refusé, l'UPR aussi. Ils veulent donner un climat, comment dirais-je? Bon enfant? Non, un climat plutôt de crise par rapport à l'organisation de l'élection. Puisque si d'aventure on s'asseyait ensemble avec eux pour dire qu'on voudrait auditer un fichier qui n'existe pas, par la suite ils vont parler de code électoral qu'il faut aussi auditer, en avant la pagaille. Donc pour vous, les raisons évoquées par le BA et l'Union progressiste, le renouveau, sont justifiées? On n'a même pas besoin de ce que le BR et UPR ont dit. Tenez-vous à ce que je dis déjà et vous vous rendrez compte que ça ne tient pas la route. Maintenant, j'ai écouté le BR, j'ai écouté le UPR, ils ont raison, mais ils ne sont même pas allés en profondeur. Ils auraient dû leur dire, la liste électorale n'existant pas encore, on ne peut rien auditer, basta ya. Et ça s'arrêtait là. Ça s'arrête là.
Alors, puisqu'on parle de fichier électoral là, certains observateurs de la vie politique estiment que les démocrates n'avaient pas besoin d'un cas de concertation avant d'auditer cette liste, puisqu'ils étaient seuls face au président de la République et ils ont déjà obtenu cet accord-là. Mais vous avez tout dit, et c'est ce que je dis justement. C'est justement cette histoire de cadre de concertation qui rend totalement biaisé leur démarche. Le président Talon n'a jamais reçu un cadre de concertation. C'est pour ça qu'il dit, LD doit aller intuitif personné. Dit, nous avons obtenu du chef de l'État la possibilité d'auditer le fichier électoral. Il se trouve que le fichier électoral n'existe pas encore. Ben, il veut l'auditer quoi, madame? Dites-moi. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce cadre de concertation? J'en pense rien. Ça n'existe pas aussi simple que cela. Ça n'existe pas. Ben, ils sont enregistrés où? Nulle part. Ça dit. Mais aujourd'hui, on vous sent. Vous êtes aujourd'hui soutenant Patrice Talon. Autrefois, vous étiez contre Patrice Talon. Est-ce que vous. J'ai jamais été contre Patrice Talon. J'ai toujours plutôt été contre une certaine façon de faire. Sa gouvernance. Pas forcément lui. La gouvernance qui se déployait autour de lui. Maintenant que j'ai compris que ce n'est même pas lui, et nous allons en parler, le drame de ce pays, c'est l'administration. Cette administration a tué la gouvernance Kérékou. Après, la gouvernance Yaïboni. Aujourd'hui, elle tue la gouvernance Patrice Talon. Et toujours, c'est l'homme d'État, enfin l'homme politique ou la classe politique qui est au pouvoir, qu'on rend responsable. Mais ceux qui sont puissants dans ce pays, qui ne bougent jamais, c'est notre administration. Et tant qu'on ne va pas faire des contrats de performance avec ceux qui veulent travailler dans l'administration, les politiques auront toujours des problèmes. Comment l'administration... Mais si Abdelkader, mais Bertin Corvi, est-ce que vos propos ce matin ne dénotent pas peut-être de cet acteur politique-là, puisque Abdelkader l'a dit en temps, vous étiez peut-être contre la manière de faire du gouvernement en place? Non, je dis, j'ai jamais été contre la manière de faire du gouvernement en place. J'ai toujours été contre la manière de faire dans notre pays. Il se trouve que je me rends compte. D'ailleurs, j'ai créé un défensorat du peuple béninois. Parce que je me rends compte qu'en fait, le problème n'est pas l'homme politique. Madame, on vous enlève, vous êtes ministre, vous échouez. Ou plutôt, l'administration que vous gérez vous fait échouer. On vous remplace par quelqu'un d'autre. Les mêmes qui vous ont fait échouer sont toujours là. Mais vous allez échouer, le prochain va échouer. Et on va d'échec en échec. Et on rend l'homme politique responsable de l'échec de notre administration. Tant qu'on ne l'aura pas compris, on ne va pas bouger. Ceci étant dit, je ne dis pas que tout ce que se fait aujourd'hui par l'administration, que j'ai le président Patrice Talon, que tout marche bien, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai compris là où se situe le problème. Madame, je vais vous faire une confie. Je vais vous partager quelque chose avec vous. Voici un homme d'affaires, un opérateur économique, qui construit un système que la douane utilise depuis 2010. Il finit de construire. 2010 jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas payé. C'était au temps de Yaïboni. L'administration a mis du temps jusqu'en 2016. L'administration est partie. On continue d'utiliser son système qu'il a préfinancé lui-même. C'est qui l'homme d'affaires? Je ne vais pas en parler ici. Ce n'est pas l'objet, mais je veux juste que vous compreniez le dysfonctionnement de notre administration. Yaïboni a eu 4 ans, 6 ans, il n'a pu rien faire. L'administration Yahi n'a rien pu faire. L'administration Talon vient, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas payé. J'ai dû commencer, quand j'ai appris ça, ça m'a tellement choqué. J'ai fait des démarches envers le ministre de tutelle qui était étonné lui-même, qui a donné des instructions. L'administration fait que ça traîne toujours. On n'a pas retrouvé l'original de tel papier, on n'a pas retrouvé tel... Mais vous voulez faire quoi avec une telle administration? Laissez les hommes politiques tranquilles et attaquez-vous à notre administration qui ne fait pas bien son travail. Et je suis prêt à les dénoncer. Vous voyez tout ça? Mais c'est quoi tout ça, oui? Ah, mais ce sont des dossiers. Mais depuis que j'ai demandé, j'ai donné mon email et mon WhatsApp pour dire j'ai créé un défensorat du peuple béninois. Eh bien, on m'envoie des dossiers. Et là, c'est quoi ces dossiers-là? Oh, je ne vais pas en parler, on n'est pas encore là. Je suis un peu curieux quand même. Ah ben, la curiosité a tué le chat. Oui, ça parle de quoi déjà? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a construit un système qui n'a pas été payé, mais là, jusqu'à aujourd'hui, de façon anonyme, c'est quoi? Mais, bon, je vais vous surprendre. Observez dans la ville. Il m'est revenu qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui gagne presque tous les marchés publics. ACC. Je n'ai rien contre eux, je ne les connais pas. Comment ça se fait que depuis, il n'y a que la seule entreprise passée devant les marchés publics, les infrastructures. Il n'y a que ACC partout. Quand même, ça saute à l'œil.
Donc, j'ai commencé par m'intéresser à pourquoi c'est ACC qui gagne tous les jours. Et c'est ça qui a généré tous ces documents-là. Oh, les jours qui viennent promettre du rififi. Du rififi comment? Ah ben, moi, j'ai le devoir de faire gagner le président Patrice Talon en 2026. Et c'est ma seule préoccupation. Vous pensez qu'il est dupé dans ces dossiers-là? J'ai jamais dit ça. Qu'on n'a pas été sincère avec lui? Non, non, c'est pas lui. C'est l'administration béninoise. Vous ne comprendrez jamais. Même si on vous amène président, vous, tel que nous nous comportons, nous n'irons nulle part. Et on a vite fait d'accuser le président. Je voudrais vous lire quelque chose. Parce que les sojaculteurs, cotonculteurs, tout le monde accuse. Moi-même, j'accusais la douane de Parakou. Je vais vous lire une autre circulaire. Où on dit... Là, on a quitté le cadre de concertation intelligente. Non, on va y revenir. Oui, allez-y. On va revenir au cadre. Oui, mais parce que je suis tellement révolté. Notre circulaire 050 DGA-DLC du 28 avril 2023 aux exportateurs. On dit, suite à la délivrance d'agréments de commercialisation à certaines sociétés par le ministère en charge du commerce et dans le but d'un meilleur suivi des mouvements des produits agricoles, notamment le soja et le cajou, à l'intérieur du territoire national, les mesures ci-dessous sont prises. Écoutez bien, les mouvements de soja et de cajou se font strictement entre 7h et 18h. Moi, j'ai été, mon père ancien, ma mère ménagère, j'ai été quand même graisseur, ça voudrait dire apprenti titan. Les grands camions, les gros camions, n'aiment rouler qu'après 22h, sinon à partir de 20h, pour au moins. Et c'est un peu partout au monde. Parce que le temps est plus frais et le moteur ne souffre pas de surchauffement. La route aussi est dégagée la nuit. On dit que quand tu transportes ton soja ou ton acajou, même de ton propre champ vers ta maison, si on te voit à 18h05 sur nos voies, tu es présumé trafiquant. On te saisit cela, on vend. Mais comment vous ne voulez pas que les paysans tombent dans ces pièges? Et la plupart sont saisis, ruinés. Je suis pour qu'on empêche que nos produits aillent au Togo, au Nigeria. Mais depuis que des mesures ont été prises, le soja et le cajou du Bénin n'ont jamais été autant à l'extérieur. Pourtant, on arrête à l'intérieur ceux qui sont de bonne foi ou présumés de bonne foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la douane aille s'installer à nos frontières. Il faut associer les populations frontalières à comprendre que sans ces soja et acajou vendus au Bénin, il n'y a pas de route pour elles. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'école. Si on les associe, ce sont elles-mêmes qui vont empêcher les trafiquants. Les trafiquants arrivent à sortir, mais ce sont ceux qui font erreur de bonne foi qui en souffrent. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Eh bien oui, il faut relever... Quelle est la stratégie à adopter sur le plan communicationnel? Sur le plan... c'est ce que nous faisons déjà et je vous en remercie parce que oui. Hier, je vous ai posé le problème. Vous avez dit, Monsieur le Président, venez, on va en parler sur mon plateau. Et je vous dis merci. Je dis merci à ESAE TV. Il faut parler. Combien de populations peuvent comprendre que déplacer son propre soja, son acajou de son champ à son domicile, si on le trouve sur la voie à 18h05, il est... c'est-à-dire il est présumé sanctionné, on lui arrache les 100%. En réalité, la solution, elle est toute simple. Moi, je suis allé à la douane de Parakou. J'accusais aussi la douane de Parakou, croyant que ce sont les douaniers qui bouffaient l'argent des autres. Non. Les stocks saisis, pour la plupart, ont été vendus à la CIPI. Il y a des chèques. L'argent est versé dans un compte du trésor. Il faut, et ça c'est la règle mondialement connue, on ne peut pas dessaisir quelqu'un d'un bien qu'on ne veut pas détruire à 100%. Quand vous saisissez un bien qui reste légal, mais en réalité qui est frappé de pénalité, vous pouvez à la limite prendre 50%. Sinon, 25%. Mais jamais les 100%. Ceux-là ont fait des prêts auprès des banques. J'en ai connu à Parakou qui se suicident. Mais on ne peut pas continuer comme ça et on accuse Patrice Talon. Et c'est d'ailleurs ma seule préoccupation. Nous avons une élection à gagner et je ne permettrai pas, je ne permettrai pas à des aventuriers qui se disent de l'opposition, qui ne proposent aucune solution. Ce n'est pas pour dire Talon s'accapare de vos biens, ce n'est pas Talon. Je vous dis que c'est notre administration. Comment quelqu'un a pu proposer un tel test au DG de la douane qui l'a signé et il n'y a eu aucun douanier qui a trouvé que c'est anormal. Ça ne peut pas s'appliquer.
Alors, justement, puisque vous en parlez, on vous sait quand même assez proche du ministre Gaston Dossoui. Est-ce que vous n'avez pas tenté d'échanger avec lui à l'effet de mieux comprendre? Mais je dis que c'est une autre circulaire signée de la douane. Le DG qui a signé à l'époque, c'est Alain Henkati. Et il a fait ampliation au ministre des Finances, à Gaston Dossoui, au ministre du Commerce. Oui, mais je vais vous dire une chose. Vous m'avez toujours demandé pourquoi je ne fais rien pour qu'on me nomme. Oui ou non? Je vous ai dit, si jamais moi je suis nommé, je ne serai pas utile à ce peuple, je ne serai pas utile au président Patrice Talon. Mais eux, ils sont des ministres. Le ministère des Finances, c'est-à-dire la douane, prend une disposition, mais ce n'est pas de son ressort, il se tait. Mais moi, je suis nommé à rien. Ah bon? Mais malheureusement, c'est ça l'administration. Le jour où vous allez entendre qu'on m'a nommé, je ne pourrai plus être utile. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, Monsieur le Président, ne me nommez pas jusqu'à ce que nous gagnions les élections. Mais s'il arrive qu'on vous nomme... Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne pourrais pas faire ce que je fais. Bon, on me nomme, on me paye. Mais qu'est-ce que vous y gagnez là, dans ce que vous faites? À dénoncer, par exemple, la CC? Oui, la vie n'a de sens, n'a de valeur que si elle est vécue au service des autres. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie que les gens ont. Et ça me satisfait. Moi, je peux boire l'eau et me coucher. Je suis né au village, ça ne me gêne pas. Si Dieu dit que je serai riche, je serai riche. Mais ce n'est pas l'argent l'essentiel. Vous savez, ce pays, j'ai été opposant à Patrice Talon. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas lui. Il faut s'approcher de lui. Il faut le défendre pour pouvoir sauver certains, pour le sauver des griffes de certains. Il y a des choses qu'on dit Talon, ce n'est pas lui. Quoi d'autre par exemple? Oh, mais écoutez. Pour lesquels on accuse à tort Patrice Talon? Mais il y en a tellement que c'est-à-dire si je commence bon, je prends un exemple. Je vois un bon monsieur que Pisse Hunyo et Virgile Laroncet ont reçu. Et ce monsieur, alors qu'il posait un vrai problème, en a fait un sujet politique. Quel est le problème? Il parlait du problème soja et acajou. Oui. En soi, il y a un problème. Mais le problème n'est pas la GDIZ. Quand il dit qu'on ne voit nulle part l'acajou transformé à la GDIZ sur notre marché, c'est parce qu'il ne se connaît pas justement aux réglementations dans les zones franches industrielles. Ce qui est produit à la GDIZ n'est pas destiné à aller sur notre marché béninois. Parce que pour aller au marché béninois, ça doit faire encore des formalités de douane au fait. Parce que cette zone-là, c'est l'extraterritorialité, la GDZ. Mais les gens produisent du cajou chez nous ne trouvent même pas de clients. C'est ceux qui font en grande quantité en industrie doivent vendre sur le marché béninois. Les autres vont vendre où? C'est pour ça que vous ne trouverez aucun cajou produit à la GDZ sur le marché local. C'est fait pour l'exportation. Ça, il n'a pas compris ça. Deuxième chose, oui. Il s'étonne que la part de coton est diminuée dans nos exportations, en pourcentage, est diminuée dans nos exportations agricoles. Je vous donne un exemple. Il fut une époque, le coton était presque le seul produit. Donc le coton était effectivement à 86%. Je vais vous donner un exemple. Si sur 120 millions d'exportations totales, le coton faisait seulement 100 millions, Si le coton à lui seul et les 20 millions qui restent sont les autres produits marginaux. Si le coton va à 150 millions, d'accord, et que la vente d'acajou, la vente de soja font qu'on arrive à faire 250 millions de ventes, quoique le coton ait augmenté de 100 à 150, donc 50 millions de plus, sa valeur relative va baisser en termes de pourcentage. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Justement, parlons de la GIZ. Quel est l'intérêt pour l'économie du pays? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte de la concurrence pour les producteurs locaux? Ce n'est pas de la concurrence, justement. C'est ça, justement, le problème, l'avantage. En réalité, nos produits allaient à l'étranger pour être transformés. On a demandé à ceux-là, au lieu de transformer chez vous, venez vous installer chez nous. On vous permet l'extraterritorialité. Tout en étant au Bénin, la GDIZ, c'est comme être en Chine, c'est comme être en Inde. L'avantage que la GDIZ nous donne, c'est l'emploi pour nos populations, la transformation chez nous et aussi le savoir-faire, le transfert de savoir-faire. Maintenant, ceci étant dit,
j'ai le schéma économique de la GDIZ. Il y a des choses que moi, je leur reproche. D'ailleurs, j'ai échangé avec les Indiens qui gèrent Aris. Je leur ai dit, vous devez en principe faire en sorte que les nationaux aient au moins 10 à 20% d'actionnariat dans les sociétés qui s'installent. C'est comme ça que vous créez une classe d'industriels locales, au fait. Ça, c'est une faiblesse. Mais ça peut se corriger puisque le même modèle est au Togo, au Gabon, etc. Nous, Africains, ne réfléchissons pas. Et c'est tout le drame. C'est pas seulement... Est-ce que c'est qu'on ne réfléchit pas on ou réfléchit pas. on refuse Non, on ne réfléchit pas. de peur de fabriquer des hommes forts? Non, ce n'est même pas fabriquer des hommes forts. Parce que le tout n'est pas de fabriquer des hommes forts. Ils sont dans quoi, au fait? J'ai lu quelque part quelqu'un qui accuse Patrice Talon d'avoir laissé CDPA couler. J'ai fatigué. CDPA est dans quelle production économique au Bénin, au fait? Apporter du poulet pourri qu'on vend ici, l'huile frelatée qu'on vend ici, c'est pas de l'économie, ça. Si CDPA était dans la production... Il y a quand même une branche qui le fait. Oh, ben bon, ça n'a pas duré tout simplement parce que... Pourquoi ça n'a pas l'amour de Sativi pour ça, oui? Oui, non. Pourquoi ça n'a pas duré? C'est parce qu'on a laissé à Diavon, justement, importer de la concurrence pour les poulets de CDPA qui, produits sur place, revenaient plus cher que les poulets pourris qu'à Diavon nous a menés ici. Nous ne voulons pas construire les fondamentaux du développement. Tant que nous n'allons pas décider de transformer nos matières premières chez nous, il n'y aura pas d'économie. CDPA ne participait pas à notre économie, comme à Diavon n'a jamais participé à notre économie, comme Sodeco. Mais il était premier contributeur. Mais être contributeur ne suffit pas. Comme Sodeco, du premier Patrice Talon, n'a jamais passé à notre économie. C'est maintenant que Sodeco commence par entrer dans notre économie en faisant en sorte que le coton soit transformé à la GDIZ. Ça devient un instrument économique. Ce pays n'a jamais eu d'économie. Et c'est tout le drame, au fait. Dernière question, avant qu'on revienne au cas de concertation des partis politiques de l'opposition. Bertin Korovi, on voit défendre avec beaucoup de vigueur Patrice Talon, mais il y a une question qui taraude à l'esprit de beaucoup de Béninois. Il y a beaucoup d'initiatives salvatrices qui fleurissent sous Patrice Talon, mais quel en sera l'avenir en 2026 au cas où Patrice Talon ne serait pas au pouvoir? Par exemple, la GDIZ, par exemple. La GDIZ. Mais elle est faite pour rester pour toujours. Même un chien. On a vu les initiatives par le passé. Oh non, 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 la GDIZ, c'est totalement autre chose. Parce qu'au fait, c'est l'extraterritorialité. C'est fait sur notre territoire, c'est tout. Sinon, si le Bénin refusait de leur fournir de la matière première ici, ben, ils feront venir leur soja ou bien leur acajou d'ailleurs et d'autres industries. Donc, la GDIZ est faite pour rester pour toujours. Ceux qui croient que ça peut être limité à un pouvoir se trompent. Mais qui ne voudrait pas qu'on dise qu'il y a une industrie chez lui? Quel président voudrait cela? Même vous, madame, vous voudriez que les industriels emportent leurs usines d'ici? Non. Mais il faudrait que nous assignions, que nous réfléchissions encore à nouveau pour voir certains termes de ces accords-là. Moi, je suis économiste et ce n'est pas parce que je soutiens le président Patrice Talon que je sais de réfléchir économie fondamentale. Il y a des choses que je reproche à la façon dont les choses sont montées à la GDIZ. Je venais de vous dire qu'il faut que dans les clauses, on oblige les industriels qui viennent à s'associer à des nationaux au moins à 10 à 20%, pour que nous ne soyons pas spectateurs joyeux de l'enrichissement de certains parmi nous. Mais ceci étant dit, la présence de la GDIZ nous fait de l'image, nous permet de devenir un pays qui exporte, nous permet d'avoir un produit intérieur brut un peu plus élevé. Mais il y a encore des choses à améliorer. Merci à vous, Bertin Korovi. Oui, Bertin Korovi, on va revenir au cadre de concertation. Encore? Oui. Bon, allons-y. Oui, puisque c'est le sujet qui nous réunit surtout ce matin. Ah, vous voulez que je les sac? Ils vont s'attaquer à vous. Non, du tout pas. Alors, le code électoral est aussi en filigrane une préoccupation. Votre parti politique, dans son communiqué, a dit clairement que cette démarche avait en soubassement la volonté d'obtenir un consensus autour de la relecture du code électoral. Si on peut reformuler un peu ce qui a été dit. Non, c'est pas le consensus qui nous gêne. Le consensus a valeur constitutionnelle, qui fait qu'on s'entend pour violer la loi. C'est ça que nous refusons aujourd'hui. Car le consensus au Bénin a toujours été, on s'assoit et on viole la loi ensemble. Non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut que la loi soit appliquée. Et la loi est claire
ce code électoral a dit 20%. Ce qui me réjouit, ce n'est même pas notre parti. J'entends le LD qui dit aujourd'hui, Talon est fini, Talon est fini. Mais Talon même a dit qu'il ne veut pas d'un troisième mandat. Donc, ce n'est pas à eux de nous dire que Talon est fini. Et pour nous, Talon n'est pas fini. Talon va porter un bourgeon que nous ferons élire. Si vous croyez que je suis autant excité, je vous permets le mot, excité, à défendre ma mouvance, c'est parce qu'on ne peut pas se permettre de reculer. Kérékou nous a fait chanter ici. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Non, nous allons marcher, nous lutterons pour que cette mouvance fasse élire celui vers qui le président va tendre le doigt, enfin le binôme. Pourquoi cela? Si jamais on change, on vit ce que Yahi Boni et Zinsou ont vécu, mais tout ce que Talon a fait va s'écrouler. Parce qu'en réalité, et je leur concède, hein, quand j'écoute mon frère Wassangari, le député, l'honorable, mais il ne comprend rien à ce que Talon est en train de faire, et quand vous n'êtes pas entré dans l'esprit de ce que Talon fait, vous allez détester cela. Il m'est arrivé moi-même de détester à un moment donné certaines mesures, jusqu'à ce que je prenne du recul. Et que je me rends compte que ça produit de fruits. Quoique nous maigrissions tous. Regardez comment j'ai perdu mes joues. Hein? Je n'ai pas maigri. Nous maigrissons tous. Mais c'est le prix à payer pour le résultat qu'on est en train d'avoir. Donc on ne peut pas se permettre de perdre. Tout à l'heure, Bertrand Convier, vous avez dit quelque chose que la mouvance entière va choisir celui ou le duo que Patrice Talon va pointer du doigt. Est-ce que cela n'est pas également une entorse à la réforme du système partisan qui voudrait que les partis politiques eux-mêmes désignent des candidats en leur sein? Alors, je vais vous poser une question. Celui qui a produit le moteur diesel, normalement, pour aller conduire un véhicule, vous prenez le permis de conduire, non? Mais lui a pris le permis chez qui? Eh bien, c'est à l'expérience, il a fait les erreurs qu'il peut faire et tout. Au fait, nous sommes en train de lancer un nouveau modèle politique. Vous devez accepter ce barbarisme-là d'abord. En réalité, c'est le président qui sera élu en 2026, qui aura la charge de réellement nous faire appliquer tout ce qu'on dit aujourd'hui. Parmi, attendez, oui, au niveau de LD, que LD le sache, c'est Yahi Boni qui va imposer le duo. Sinon, ce serait la catastrophe. Il y aura tellement d'ambition qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Ça, c'est un conseil gratuit que je leur donne. Au niveau de la mouvance, là, si ce n'est pas Patrice Talon, tout le monde sera candidat. Vous avez bien entendu que je dis que je n'ai plus d'ambition. Mais ce n'est pas vrai. Mais je n'ai pas d'ambition pour moi-même. Si le président dit, peut-être si Dieu va le réveiller, dit, mais Kououvini, ah ben il dit Kououvi candidat. Mais je ne dirai pas non. Donc, il n'y aura pas d'ambition personnelle. Sinon, on aura une liste à l'infini d'ambition. Aussi, il faudrait que ceux qui lisent le système partisan comprennent que ce que propose le président dans son esprit, c'est que le président de la République en 2026 ne sera plus aussi puissant que Patrice Talon a pu l'être, Yahi Boni a pu l'être. En réalité, il sera le président de la République, mais le parti politique qui le porte, le bureau, sur le plan politique, sera plus puissant que lui. C'est comme le système sud-africain. Quand le président qu'on a choisi commence par ne pas suivre la ligne de son parti politique, il faut être en mesure de le faire destituer. On ne veut plus de président tout puissant. Et est-ce que les hommes politiques de la mouvance comprennent ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que de l'opposition comprennent? Je ne suis pas certain. Donc oui, ce sont les partis politiques qui vont se réunir pour suggérer les candidats, en tout cas au niveau du BR et de l'UPR. Mais seul Patrice Talon va in fine, au cas où le choix de BR lui convient, peut dire à UPR, ben on reste derrière celui que le BR nous a choisi. Si le choix de UPR lui convient, il dit, si aucun choix ne lui convient, il reconstitue, ou alors il amène carrément même un chien, un chat, un dindon, et tout ce que vous voulez, nous aurons le devoir de le soutenir. À vous écouter, Bertin Convier, ça dit que l'opposition se trompe peut-être de combat. Oui, et vous avez compris, madame. L'opposition n'a pas compris que le paradigme politique a changé. Et donc, et c'est pas seulement l'opposition. Hein. J'en ai dans la mouvance, même députés, qui ne comprennent même pas l'essence des textes qu'ils ont votés.
Je me demande qui a écrit les textes à leur place. Justement, puisque vous parlez de textes là, l'un des textes que les opposants à Patrice Talon souhaitent qu'il soit toiletté, c'est le code électoral. Oui. Et par rapport à ce code électoral, il y a un certain nombre de griefs, notamment cette disposition de 20% qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Certains estiment qu'elle serait chrysogène et qu'elle pourrait pourrir l'atmosphère en 2026. Au cas où, par exemple, aucune des formations politiques en compétition n'aurait obtenu 20%. Ça pourrait coûter aussi une distraction des ressources financières, par exemple, aussi. Alors, j'ai suivi les vidéos de la conférence nationale. Et le professeur de philosophie, j'oublie son nom, un éminent professeur de philosophie ici, disait qu'il ne faut pas qu'on perde du temps. Et Kérékou lui a dit, mais non, il vaut mieux qu'on perde du temps pour bien faire que d'être pressé et de risquer la vie des autres. À imaginer, ce qui m'étonnerait vraiment, qu'on n'ait pas pu atteindre, aucun parti n'ait fait les 20%. C'est où le problème? Ou que, par exemple, un autre schéma, que les partis politiques de la mouvance, l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain, en accord de gouvernance, puissent obtenir des sièges et que les démocrates aient obtenu, par exemple, 20% dans 23 circonscriptions électorales et que dans une seule, ils aient eu peut-être 19 ou 18 et qu'ils, à cause de cela, ne puissent pas siéger au Parlement. Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut amener leurs militants à exprimer encore leur amertume, leur mécontentement de façon violente? Oui, mais disons-nous la vérité. Si que ce soit LD, parce que moi, je prends le schéma inverse. LD dit partout que eux, ils sont certains de remplir les conditions. C'est ce qu'ils chantent. Hein? Je peux vous donner des vidéos. Eux, ils sont certains d'avoir les 20% partout. Que leur crainte, c'est que la mouvance ne puisse pas les avoir et que eux se retrouvent en parlement monocolore LD seulement. En quoi ça nous gênerait? Si c'est LD qui remplit les conditions à LD seul, c'est des Béninois. Ce serait un parti de Béninois, même monocolore ou pas, Béninois quand même. Maintenant, si c'est, allons dans votre schéma inverse de ce que LD dit. Si c'est UPR, BR qui sont, ce serait toujours des Béninois, ce n'est pas des Togolais. Et aucun, ceux-là, quand vous allez au Parlement, vous n'y êtes plus au nom de votre parti, vous y êtes pour le peuple béninois. Justement, mais ça ne crée pas une bonne ferveur démocratique au sein du Parlement. Oh, qui vous dit, bon, les LD, aujourd'hui, ils sont au Parlement. Quelle ferveur il y a aujourd'hui plus qu'hier. Ce dont ce pays a besoin, c'est de construire notre économie. Honnêtement. Il ne faut pas nous distraire avec des histoires où nous bavardons à longueur de journée. En réalité, et c'est ce que je crois, nos pays ne sont pas encore prêts pour le type de régime. Donc, en tant qu'acteur politique, candidat à des élections présidentielles, vous ne trouvez pas que ces 20% exigés dans chacune des circonscriptions électorales est trop? Non, parce que c'est d'abord une mesure difficile, je vous le concède. Mais ça va permettre... Elle n'est pas chrysogène? Oh non, mais la crise, ce sont les hommes qui amènent la crise. Aucune mesure en elle-même n'amène une crise. Donc, ce sont les hommes qui créent la crise et après on dit ce sont les mesures. Mais si vous n'avez pas pu avoir 20%, vous vous réorganisez encore pour la prochaine fois. Il n'y aura pas de Togolais, ni de Martiens, ni quelqu'un venu de Vénus pour venir être député. Vous comprenez? En réalité, c'est quoi le problème? Tous ceux qui crient là, c'est parce qu'ils veulent aller au Parlement pour leur propre intérêt. Vous croyez que si on fermait même notre Parlement là, vous allez cesser de manger, vous? Si on fermait notre Parlement, vous allez cesser de manger? Est-ce que vous les avez jamais entendus prendre à bras le corps les problèmes qui se posent réellement à chacun de nous? Mais non. Mais Bertrand Corvée, est-ce que l'audit du fichier électoral suffit, ou je vais dire du RAVIP, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'audit du RAVIP suffirait-il? Ben, ils n'ont pas demandé ça. Ils disent, c'est quand ils vont pour le plan du RAVIP maintenant qu'on on avisera. Mais aujourd'hui là, c'est le RAVIP qu'on a. On n'a pas encore... Mais en 2023, il y a eu une mission similaire. Est-ce que ce ne serait pas du bis repetita? Bon, je n'étais pas au courant, comme m'a dit le président Yadema, quand il ne veut pas répondre à une question. Merci à vous. Merci à vous, Bertin Corvée, pour ces moments d'échange. À très bientôt. On vous espère pas ici. Ben, moi, je vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites. Mais je vous dis, j'ai décidé de prendre armes et bagages, de venir me coucher maintenant au Bénin chaque jour.
Si vous avez besoin d'explications, invitez-moi, je serai ici. Parce que nous sommes à 1 an des élections présidentielles en réalité. La campagne, c'est de 1er décembre aujourd'hui au 31 décembre. Le reste, ce sont des réglages. Nous avons 1 an pour déconstruire ce que nos adversaires mettent dans la tête de nos populations. Nous avons 1 an pour sauver les Béninois de l'administration béninoise. Nous avons 1 an pour que dans ce pays, sur les marchés publics, infrastructures et autres et tout, ils fassent bon vivre pour tous et non pour d'aucuns. Et je vous ai dit, j'ai tellement de dossiers ici que si je parle, certains vont tomber. Mais je leur ai donné une chance de vite se corriger afin que je ne parle pas, je ne sois pas obligé de parler. Je voudrais terminer en remerciant la HAC. J'ai écouté, comment il s'appelle déjà, Loco, qui est revenu sur ce qui nous préoccupait tous ici, Golf TV. Et je l'ai entendu dire qu'ils n'ont pas retiré à Golf sa licence. Ils sont travailler pour voir comment remettre Golf. C'est une bonne chose. Nous allons à une élection. Il faudrait que la HAC fasse son travail de façon impartiale. Il ne faudrait pas que si un ministre fait une erreur, on soutient le ministre contre le journaliste. Il ne faudrait pas, parce qu'un journaliste a fait son travail, même si ça nous déplaît dans la mouvance, qu'on le mette en prison. C'est à nous de demander un droit de réponse. Parce que si vous, la presse, vous ne faites pas votre travail, eh bien, comment est-ce qu'on aura le débat? Je suis pour que la HAC dépénalise honnêtement les crimes liés à votre exercice. Ceci étant dit, les journalistes aussi qui veulent manipuler des gens, veulent de l'argent, font de la manipulation, il faudrait plutôt qu'on les prenne par les oreilles, qu'on les fesse un peu, qu'ils aillent chez eux. Ça ne sert à rien de les envoyer en prison. Merci à vous, Bertin Corvi. Vous êtes désormais à Cotonou, donc on peut vous espérer dans quelques jours pour un débat contradictoire. Ah oui, quiconque veut un débat contradictoire, je ne veux même pas le thème, qu'ils viennent. Et sur le champ, vous vous rendrez compte que nous, on ne s'entend pas dans un cabinet où on se passe les mots. Non, moi, ils sont prêts, moi, je suis prêt à me redire. On va se rendre du côté des démocrates et également des FCBE. On va se revoir pour échanger sur les questions d'actualité politique, notamment celles qui vont régenter 2026. Merci à Tifa Alafa de rester à mes côtés. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes.